Salam alaikum, Azul, bonsoir. Heureux de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Les révolutions ne sont pas des promenades de santé, mais de puissantes lames de fond qui renversent totalement l'ordre établi, qui font table rase de l'ancien système pour lui en substituer un nouveau, sans ménagement et avec des effets collatéraux souvent exorbitants. Et tout naturellement, par une réaction quasi biologique, la contre-révolution et tous en train de la subversion ordinaire se mettent en branle pour tenter de tout entreprendre et de tout tenter pour contrarier la révolution, la faire échouer, la dévier, la dévoyer, la fourvoyer, semer en son sein la discorde et le doute. Mais tout cela reste, somme toute, normal, j'allais dire. En revanche, ce qui est beaucoup moins compréhensible sont ces attitudes qui se font jour dans la société et tout particulièrement au sein de la soi-disant intelligentsia, des attitudes contre-productives, pernicieuses, démoralisantes, contagieuses, qui peuvent semer le doute, briser les ressorts, affecter, voire contrarier le déroulement d'une révolution. Des attitudes qui ont pour nom le scepticisme, le pessimisme, le cynisme, l'indifférence méprisante. Mais la question qui se pose, dans ces postures censées être passives, et qu'elles font tout et n'importe quoi pour s'exprimer. Des attitudes passives par essence qui font tout pour s'exprimer sur la scène publique. Elles ne rechignent pas, mais alors pas du tout, bien au contraire, à user des médias, des réseaux sociaux et de tribunes en tout genre pour tenter de nous convertir à leur stérilité. Imaginez un peu un intellectuel qui vous crache ostensiblement son indifférence pour votre hirak, qui s'en fiche comme d'une crotte, qui vous la jette au visage, son indifférence, du haut de sa moue désabusée, et qui pourtant s'achète un gros mégaphone, et qui pourtant vient faire antichambre dans votre page Facebook ou dans l'écran de votre télé, juste pour vous hurler qu'il est indifférent à votre sort. Pareil pour le sceptique, pour le pessimiste, pour le cynique. Un peu comme si la lumière pouvait être l'absence de l'obscurité, de l'ombre. Comme si la chaleur pouvait être due à l'absence du froid. Et c'est bien pour ça qu'il est d'une importance capitale, vitale, pour la révolution du 22 février, que ces attitudes de la subversion passive doivent être combattues par leurs antonymes. Au cynisme, il faut répondre par la foi vibrante en la révolution, en l'homme, en ses aspirations les plus belles, à la démocratie, à la liberté, à la dignité, à la justice. Au pessimisme, il nous faut vibrer à l'unisson par l'espoir, par l'optimisme, le plus inébranlable en notre force, en la certitude de la victoire finale. Au cynisme, nous chanterons notre fierté d'être ce que nous sommes devenus. Des hommes et des femmes libres, égaux, qui marchent côte à côte vers une aube nouvelle. Des compatriotes nés à la citoyenneté et dont les enfants
seront fiers demain dans l'Algérie qui va naître à ses propres enfants. Et à l'indifférence des goitreux, de ces gens emplis de leur piètre importance, de ces âmes parasites et qui nous regardent du haut de leurs petits nuages, à cette indifférence qui n'est que cendre froide, nous ferons cette réponse d'Alfred Auguste Pilavoine. Je le cite. L'indifférence est la rouille de l'âme. C'est comme un corps sans mouvement, comme une existence sans vie. Point d'impulsion vers le bien, point d'énergie contre le mal. C'est une végétation, un engourdissement, une sorte de mort morale, une âme tombée dans l'indifférence ressemble à une eau stagnante qui se putréfie et s'empoisonne, faute de mouvement et de dans la continuitose. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Vous nous pardonnerez pour ces néologismes qui expriment pourtant la triste réalité des systèmes dans le même régime ou des régimes dans le même système qui se suivent et se succèdent et ne changent pas. Avec nous pour en parler aujourd'hui, depuis son domicile, en Skype, notre ami Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être des nôtres. Merci à vous, bonsoir. Vous me paraissez bien bronzé. Ah oui, en effet, c'est très vrai. Je vous souhaite une excellente année. Merci beaucoup, merci. Alors, Moussab Hammoudi est avec nous, chercheur en sciences politiques, EHESS. Moussab, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Donc, je remercie également l'invité, c'est Saïd, et les téléspectateurs. Merci beaucoup. Et Saïd est avec nous, Saïd, militant des droits de l'homme. Saïd Aknin, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Djemeldine, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs, aussi Moussab et Sibrahim. Merci. C'est un plaisir d'être avec eux. Vers la fin de l'émission, mon confrère Chaban Qassi sera des nôtres pour essayer de parler de l'interpellation par un député français, Jean-Christophe Lagarde, du ministre de la Culture au sujet du bannissement, appelons-le comme ça, du bannissement d'El Magharibiya, du satellite de Telsat. Alors, avant de
commencer, nous allons essayer de voir les images d'hier des manifestations estudiantines du mardi qu'on va discuter juste après. Moussab Hamoudi, vous me disiez tout à l'heure, quand on parlait de ce qui semble être une sorte de ralentissement, j'allais dire, des marches étudiantines de ce mardi, vous m'avez donné une très bonne explication. À votre avis, pourquoi donc? On a l'impression qu'il y a moins d'étudiants que d'habitude dans les rues. Tout simplement parce que c'est la période des vacances. Donc il y en a qui partent chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont coupés de leur manifestation du mardi, sauf qu'ils l'ont délocalisé vers leur commune d'origine. Parce que les généralement étudiants, pour le vendredi. Voilà. Non, ou même ils vont... On sait que les étudiants, ils sont dans des cités universitaires à l'extérieur, dans les grandes villes, donc ils abandonnent les petites villes d'où ils sont issus, donc ils reviennent vers les petites villes, et c'est ce qui explique qu'il y a un semblant de diminution de la part de la frange des étudiants. Par contre, on le rappelle, ça a été le cas, par exemple, parce que bientôt il y a une année de tout ce mouvement, ce beau mouvement révolutionnaire, on est déjà passé par cet épisode. Le régime a essayé de l'instrumentaliser pour dire qu'il n'y a plus personne dans les rues. Voilà, les étudiants sont rentrés chez eux. Et ça n'a pas marché. Et il faut saluer surtout les étudiantes qui s'accrochent et qui manifestent leur présence. L'esprit révolutionnaire, elles sont toujours là dans les rues. Et donc, en fait, pour moi, ce mardi était intact, était fabuleux. L'esprit révolutionnaire était là. Le changement voulu, souhaité est là. Donc, parfait, une note complète. Et je rappelle, Saïd, que, effectivement, ce qu'est en train de nous dire Moussab, au tout début des mardis universitaires, je me rappelle que le ministre de l'Enseignement supérieur avait offert des vacances hors calendrier aux étudiants, anticipées pour les dissuader de marcher, pour vider en fait les cités universitaires. Exactement. Et qu'après, l'autre tentative de briser le mouvement a été la fameuse répression des étudiants, très brutale, qui a donc entraîné l'adhésion des non-étudiants qui ont décidé désormais d'accompagner les étudiants chaque mardi pour les protéger contre les brutalités policières. Vous savez, moi, hier, il y avait une marche aux États-Unis où on a lu une pancarte « Peaceful like the Algerians ». Ah. C'est une pancarte portée par une femme de pays asiatiques. On ne sait pas si elle est chinoise, si elle est vietnamienne, si elle est... Je pense que la jeunesse, elle est pour beaucoup. Bien que le régime, ne connaissant que la félonie, ne connaissant que la division, ne connaissant qu'un certain nombre d'entre nous pour pouvoir diviser, mais il y a deux approches. Il y a l'approche arithmétique, nous la laissons aux services préfectoraux et à la police, ainsi qu'au régime, pour pouvoir essayer d'additionner... Réduire, comme d'habitude, le nombre des participants. Additionner, soustraire et surtout voir avec un œil, pour lequel il faudrait beaucoup de consultations de spécialistes en ophtalmologie et réunir toutes les lunettes du monde pour qu'ils voient la réalité.
Il y a une autre approche, c'est l'approche, ça a parlé de l'esprit et aussi de la conviction. Aujourd'hui, le peuple algérien, dans sa quasi-totalité, et la jeunesse est la locomotive de l'histoire. Nous venons d'entendre une chanson, Kazan Moradia. La révolution est partie des parlements populaires, à savoir les tribunes des stades. Oui. Est partie de là et la société s'en est saisie. À défaut d'espace d'expression libre. Donc, il n'y avait que les stades, les champs. Il n'y avait que cette façon d'extérioriser, d'exhumer, de pouvoir parler de ceux, à la fois des aspirations et de dénoncer ceux qui n'allaient pas. Aujourd'hui, la conviction, elle est intacte. Et la mobilisation, il suffit, bien que l'été, on a bien vu que l'été, même si l'été c'est les grandes vacances, il y avait des Ramadan, il y avait des étudiants. Froid, la pluie. Moi, je peux vous dire une chose qui est très simple. Pour la pluie, on n'est pas fait en papier. Pour la chaleur, on n'est pas fait en beurre. Le peuple algérien, il a une conviction très très forte. Et face à la changitite dans la continuitose, le peuple algérien répond par la cohérence, l'endurance et la résistance. Parce que ce peuple, il s'est réapproprié tous les espaces qu'on lui a volés. Et aujourd'hui, il sait qu'il y va de sa dignité. Il y va de la dignité du peuple algérien. Pendant très longtemps, ce régime a méprisé le peuple. Pendant très longtemps que nous qui vivons ici, nous n'avons pas volé, nous n'avons pas triché, nous n'avons rien fait de mal dans un pays étranger où nous sommes contraints de vivre en exil. Et l'exil, c'est comme une lettre sans destinataire et sans expéditeur. C'est l'errance, on est pris dans les griffes acérées de l'errance. Et ça, nous le disons, bien que tout un chacun de nous peut rester chez lui et ne pas s'intéresser parce que nous travaillons, nous avons des salaires. Mais comme nous portons notre peuple dans notre cœur et notre pays dans notre cœur, notre pays, il est malade, on est malade. Et nous ne pouvons pas dormir tranquille à partir du moment que notre peuple vit la dictature de ce régime. Et moi, j'ai une certitude. Tu avais fini tout à l'heure cette belle phrase, cette belle citation. Mais avant, face à l'indifférence, avec cette certitude de gagner. Le peuple algérien, il s'est fixé un cap, l'indépendance. Bien que... D'ailleurs, il le crie. Exactement, bien que il y a ce qui le course. Et l'impatience est l'ennemi de la révolution. Quand nos aïeux ont pris les armes contre la colonisation française, ils ne se sont pas fixés un objectif en disant « voici, c'est dans 2 mois, 3 mois, 4 mois ». Ils se sont dit « on va libérer l'Algérie ». Aujourd'hui, l'objectif du peuple algérien, et là la jeunesse, merci la jeunesse, est la locomotive de l'histoire. Il nous donne des leçons. Cette jeunesse, elle donne des leçons au monde entier et au Chili. Vous savez ce qui s'est passé au Chili ? C'est qu'il y a 2 semaines de ça, ils avaient fait une grande manifestation et ceux qui étaient au devant de la marche, ils avaient mis des bandeaux sur les yeux. Parce qu'eux aussi, on leur tire sur les yeux ou alors par solidarité avec les Algériens ? Parce qu'eux aussi, on leur tire sur les yeux. Il y a des évolués, mais ils se sont inspirés, de ce que nous avons fait en Algérie. Ce qui est en train de se passer, c'est un modèle pour le monde entier, comme fut la guerre de libération nationale, un modèle pour le monde. Brahim Younsi, voilà, moi je suis très content d'entendre de nos amis, tous les 2 jeunes ici, ce qu'ils nous disent sur cette révolution qui ne s'essouffle pas, qui ne marque pas le pas, qui continue de plus belle et qui, chez les étudiants par exemple, malgré les vacances, continue de manifester. Quitte à ne pas prendre de vacances à la limite. Brahim Younsi. Fouillé dans mes affaires. Ils ont vu mes copies. Comment je n'ai pas très bien saisi. Ils ont regardé ma copie. Ah. J'ai l'impression de m'entendre. Voilà. Donc on est tous d'accord. Et c'est tant mieux.
ils ont parfaitement raison et ils ont le temps juste. Parce que vous avez parlé des élites, hélas. Certains dans cette révolution, ou aujourd'hui à la périphérie de cette révolution, croient que nous sommes déjà dans la post-révolution, alors que le peuple est encore dans la révolution. Ces élites dont vous avez parlé dans votre belle introduction, j'ai l'impression qu'ils sont, comme dit Paul Valéry, vous avez certainement lu son roman, Monsieur Test, qui sont dans l'impuissance à construire, alors que le peuple, lui, est dans la volonté de faire et d'aller juste, comme l'a dit, c'est Saïd Aknin, d'aller jusqu'au bout de sa révolution et jusqu'à la réalisation de tous ses objectifs, parce qu'il sait donner des objectifs et il est passé palier par palier, il lui reste les quelques marches pour aller au sommet de cette révolution. J'ai l'impression que beaucoup, les élites et les partitocrates, sont dans le désenchantement. Vous avez dit partitocrate? Oui, la partitocratie. D'accord. Les partitocrates, absolument, les partitocrates, ce sont ceux qui ne voient que par les partis politiques. C'est un néologisme ou le mot existe vraiment? Le mot Le mot existe. existe. D'accord. Ok. C'est la partitocratie. Vous m'en direz tant. Saïd vient de le dire. Ce que je veux dire, que nous ne sommes pas dans le désenchantement. Le 22 février, nous avons été tous réenchantés. Nous étions dans le réenchantement, l'enchantement et le réenchantement. Nous ne sommes pas dans le désenchantement. Là, on l'a vu ce mardi, que les étudiants, cette belle jeunesse, a encore une fois montré sa volonté d'arracher, parce que c'est de cela dont il s'agit, d'arracher à ce pouvoir tout ce qu'il doit laisser. Tout ce qu'il doit laisser. Cela veut dire partir. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est de partir. Brahim Yossi, je voulais vous demander, au sujet de ces attitudes de certaines personnes très en vue et très visibles et qui font tout pour être de plus en plus visibles, de cette fameuse, soi-disant, intelligentsia, et qui se distingue donc par ces attitudes passives en soi, comme l'indifférence, le pessimisme, le scepticisme, le cynisme. Quelqu'un qui est indifférent n'a pas à venir vous dire « Oh, vous savez, je suis indifférent à ce que vous faites ». Par essence, ça ne passe pas. Un indifférent ne s'intéresse pas à vous. Or, les gens qui font montre de ce genre de sentiments, ils font tout pour les exprimer. Et là, je ne comprends pas. Ils infestent le Facebook, le Twitter, les médias, les télés pour dire « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas, bon, ça n'ira pas très loin ». Comment vous expliquez ce genre d'attitude en même temps passive et qui font tout pour se faire entendre comme s'ils, quelque part, ont cherché à briser le mouvement, la révolution? Certains sociologues et romanciers ont parlé de cela. On peut les comparer, comme l'avait fait Pareto et le comte de Lampedusa, aux chacals. On a parlé des chacals qui attendent et qui veulent absolument prendre leur part. Voilà, ce sont des chacals qui sont à l'affût et qui attendent que, passez-moi l'expression, que cette révolution se casse la gueule, de passer à la post-révolution. Et ils sont convaincus que nous sommes déjà passés à la post-révolution, alors que cette révolution montre jour après jour, ou vendredi après vendredi, mardi après mardi, qu'elle est encore puissante et qu'elle est encore dans le rythme qui doit être le sien et qui est encore le sien, parce qu'elle va, à un moment ou à un autre, avec ses manœuvres, à la fois d'une certaine opposition, permettez-moi de mettre des guillemets, et les manœuvres également du système qui veut absolument, et il est en train d'entraîner avec lui cette société périphérique constituée par un certain nombre de partis politiques notamment, qui ont appelé eux-mêmes au dialogue, alors que le peuple est dans le changement radical. Voilà, ce sont ces chacals-là
que Pareto et Lampedusa ont d'une certaine manière stigmatisé, parce qu'ils sont dans la circulation, et on a vu certaines élites aller courir, quémander la participation au pouvoir. Et ils sont là, ils sont aujourd'hui ministres, alors qu'il y a quelques mois, ils se positionnaient dans la révolution et proches du peuple. Et restez avec nous. C'est la circulation, ce que Pareto appelle la circulation des élites. Ce sont ces élites de remplacement, et on les voit aujourd'hui. Et on parle aussi de la trahison des clercs, hein, n'est-ce pas? Restez avec nous, Brahim Younsi. Moussa Moudi, c'est vrai que si les élites, un grand nombre parmi les élites se distinguent donc par ces sentiments, ces attitudes passives, mais qui n'en tentent pas moins de décourager la révolution, chose qu'ils n'ont pas encore réussi, fort heureusement, il n'en demeure pas moins qu'au sein des manifestants, le mardi et le vendredi, un slogan en particulier a changé. Et moi, j'aimerais bien que vous essayiez de m'expliquer du temps de Gaïd Saleh, les manifestants criaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, les généraux à la poubelle. Et aujourd'hui, ils disent les généraux dans les casernes. C'est un vrai consensus partout en Algérie. Comment ce passage s'est-il effectué dans le... Oui, parce que en fait, les slogans, c'est une émanation d'un esprit collectif. Maintenant, du temps de Gaïd Saleh, le temps était vraiment, la tonalité, c'était dans le challenge, parce que Gaïd Saleh avait adopté une rhétorique martiale, frontalière, face à face, donc de dire vous n'obtenez rien, j'essaye d'imposer mes règles et vous n'obtenez rien. Alors, dans ce face-à-face, les choses étaient claires, le sentiment était partagé aussi par le Hirak, donc généraux à la poubelle. Maintenant, avec ce changement, maintenant on passe à Shengriha, il y a un temps d'attente. Ce slogan, ça ne veut pas dire qu'il est parti. Et il n'est pas aussi violent que l'était son prédécesseur dans le... Oui, bien sûr. Sherdima, pour le moment, parce que pour le moment, on n'a qu'un seul discours. Oui. Donc, c'est un peu le volet moral du Hirak. C'est que le Hirak n'a pas de problème avec les personnes. Il a un problème avec le fonctionnement qui va un peu ou sauver ou détruire l'État, la nation. Et c'est pour ça que c'est une sorte de trêve. Voilà, on attend de voir quelle tonalité il va adopter dans ses discours, comment il va réagir, comment il va considérer le Hirak. S'il va adopter la terminologie de Gaïd Saleh, de dire Sherdima, la clique, la bande, les voyous, tout ça, ça va revenir, ce type de slogan, inéluctablement. Mais maintenant, le volet moral, si j'ose dire, de Hirak est de lui dire OK, on ne t'attaque pas les premiers, on n'attaque pas les premiers, on attend de voir, nous, quand on riposte, ça sera juste par rapport à votre positionnement. Maintenant, pour revenir... Voilà, je sabak. Et justement, en parlant d'élite, parce que pour recentrer la question sur l'université, c'est qu'il faut savoir qu'en Algérie, ce domaine, le champ universitaire, il est très particulier. Ce n'est pas un champ neutre. C'est un champ miné, gangréné par tout ce qui est en fait les associations d'étudiants, les syndicalistes, les universitaires, les professeurs, et qui sont en fait une autre version, un autre versant du système lui-même, parce qu'ils sont tous inféodés au régime, ils sont recrutés par la police politique, ça c'est très connu, le rôle de la police politique en université. Les universités sont complètement gangrénées par cette atmosphère, et quand les étudiants sortent, c'est déjà en défi à cet état de choses de l'université algérienne, c'est-à-dire le fait qu'ils sortent, c'est déjà un grand exploit, parce qu'ils font face à du chantage. On sait qu'il y a des universitaires, c'est-à-dire des enseignants qui font du chantage. Vous arrêtez les manifestations en tant qu'étudiant, ou bien vous obtenez des mauvaises notes. Il y a ces pratiques-là. Il y a tout ce qui est obscurantisme, c'est-à-dire de dire, oui, tout ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas le vrai, restez chez vous, vous êtes des filles, des étudiantes, il ne faut pas sortir et tout ça. Donc il y a un jeu en cachette qui est fait en profondeur pour casser le hirak des étudiants, et malgré ça, le hirak des étudiants est là, le hirak dans sa globalité est là. Le hirak du mardi, il faut savoir qu'il n'est pas détaché du vendredi. Oui. Il alimente et il s'alimente de lui. C'est un mouvement circulaire. Absolument. Qu'est-ce que ça donne tout ça?
pour tirer la conclusion, ça donne une sorte de mouvement qui décrédibilise l'État central. On a de tout temps considéré que l'État central d'où émane le pouvoir, c'est le régime, que ce soit sa façade politique ou ceux qui se cachent derrière le rideau. Mais depuis, maintenant, personne ne se leurre, ni au niveau national, ni au niveau international. Mais comment... L'officiel, ce sont ceux qui sont dans la rue, le reste, donc la présidence, c'est de la contrefaçon, l'état-major est dans la crise. Mais comment expliquez-vous qu'un tel mouvement, c'est très massif. Certains vendredis, le premier notamment, celui du 22 février, a atteint de l'avis même de grands spécialistes qui ont filmé par vue aérienne, qui aurait dépassé les 20 millions. Ça veut dire qu'il était quasiment tout le corps électoral. Comment expliquez-vous qu'un tel mouvement révolutionnaire, il faut appeler les choses par leur nom, n'ait pas ressenti le besoin de s'auto-organiser, ça veut dire de laisser émerger ou de faire émerger ses leaders? Alors Brahim Youn s'est parlé de Vilfredo Pareto, je vais lui prendre la référence. C'est un optimal, c'est une sorte d'optimum. Donc il s'est optimisé de cette façon-là. La meilleure façon est d'être dans une revendication large et collective. Quand elle fasse consensus, et c'est ce qui va faire de cette révolution un cas d'école dans le futur, on n'a pas besoin de désigner des représentants qui vont peut-être avoir des connivences avec le régime. Attendez, pour qu'on comprenne bien, vous voulez dire que tant que les aspirations, les revendications sont larges, sont globales, ça veut dire par exemple démocratie, constitution, transition, justice, séparation des pouvoirs, ça veut dire tant que c'est dans ce sens-là, c'est large, c'est clair, on n'a pas besoin d'aller à des négociations ou à se faire représenter. Mais c'est au moment de négociations plus serrées, quand il va falloir aller dans le détail, qu'il faudra des leaders? Exactement, il faudrait d'abord qu'il y ait l'offre de la part de celui qui détient le pouvoir. L'offre d'accepter la négociation. Exactement. Et l'offre viendra de qui? Viendra de celui qui détient le pouvoir. Ce n'est pas M. Tebboune, ce n'est pas la présidence, c'est l'état-major. D'accord. Maintenant, Tebboune, il est enfoncé avec l'état-major dans une crise, il ne veut pas le reconnaître. S'il ne veut pas le reconnaître, qu'il s'enfonce encore plus. Il en est la façade. C'est rien. L'essentiel, qu'il est enfoncé dans une crise. Qu'il continue, qu'il s'enfonce encore plus, il viendra tôt ou tard. Mais l'optimum pour le Hirak est de rester dans les prédicats, parce qu'ici, on n'est pas dans les conclusions, on est dans les prédicats. Donc, le prédicat, donc tout est clair, il n'y a pas besoin de représentation. On continue comme ça. Le Hirak le sait, il a cette intelligence interne qui lui fait savoir que c'est la meilleure, la plus optimale de revendiquer. Et une fois que si le régime, on arrive à dire « Ok, d'accord, j'accepte vos grandes lignes. On discute de la transition, on va vers une constituante, nous, on part progressivement et vos représentants arrivent progressivement. » Alors, à ce moment-là, les préalables sont là. Oui, bien non, il faut qu'il les donne, les préalables. Oui, mais il les donne à qui? Au Hirak. Il faut qu'il nomme le Hirak comme la partie en face pour qu'elle puisse se constituer. Mais pour aller dans le détail, parce que ces choses-là se règlent dans le détail. Comment on doit faire pour les préalables? Quels sont les préalables les premiers? Quels sont ceux les préalables. À ce moment-là, avec qui négocier? Parce qu'il faut des personnes, il faut des gens qui représentent des tendances qui... Oui. Si je les donne, il va tout de suite les incarcérer, il faut le savoir. Et comment on fait alors? Donc, non, les préalables seraient d'abord de libérer les détenus du Hirak, d'ouvrir le champ médiatique pour qu'il y ait une compétition loyale. Et après, on va partir dans la Constitution. Elle sera faite, en tout cas, quoi qu'il en soit, de manière schématique, du bas vers le haut. C'est comme ça que ça va se faire. Oui, mais il y a des détails à mettre en place. Par exemple, comment faire pour faire représenter tout le monde? Est-ce que ça se fait de façon locale? Est-ce que ça se fait par rapport à des corporations? Ça veut dire qu'il y a des détails qui vont... Mais bien sûr, mais ça sera négocié à deux, entre deux. Il n'y a pas de problème. Entre deux, qui le régime et le les adverses, les belligérants, bien sûr. Mais le Hirak, c'est une masse de citoyens, d'idéologies, c'est une confusion d'objectifs. On peut pas. Mais elle a atteint des acquis. Elle a su que maintenant, ce qu'il y a à arracher, ce n'est pas l'orientation idéologique, mais c'est l'idéal démocratique. Donc il n'y a aucun mal à ce que plusieurs tendances
mettent la main dans la main, et après tout le reste est localisé. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde va dans les grandes villes pour le Hirak, mais tout le monde sait qui est pro-Hirak dans sa commune, dans son quartier, et tout le monde sait qui mange des mains du régime, pareil, dans sa commune, dans sa wilaya et de son quartier. Et donc, pour le moment, on reste dans l'optimal, c'est le Hirak. Pas Absolument. d'autres interlocuteurs. Absolument. Après, on verra. Exact. Quand le régime aura exprimé sa volonté d'aller à des négociations. Exactement. Saïd Dakhline, d'abord sur ce slogan qui a changé d'une façon absolument incroyable, partout dans le pays. Je pense qu'il n'a pas changé. Mais non, mais à différence entre généraux à la poubelle, généraux aux casernes. C'est juste qu'il a été plus incisif et plus expressif. La poubelle, dans l'imaginaire populaire, tout à l'heure, Mossad parlait de l'émanation. Pourquoi que notre révolution, notre Silmiya, est un cas, est un exemple, est une référence qui va devenir un modèle. Dans tous les exemples révolutionnaires à travers le monde, ils ont été provoqués et il y avait soit des structures, soit des personnes qui en ont appelé. Par contre, en Algérie, il y avait une émanation. La question qui se pose, pourquoi aujourd'hui, on voit les mêmes slogans sans pour autant qu'il y a concertation. C'est ce qu'on appelle la mémoire collective. Et dans cette mémoire collective, il y a... Moi, je dirais plutôt l'être collectif. La mémoire qui a façonné l'être collectif. D'accord. C'est la mémoire collective qui a façonné l'être collectif. D'accord. Et cette mémoire collective, il y a justement, c'est une société à culture orale. Cette société à culture orale, elle a l'habitude des joutes verbales. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la poésie arabe et c'est ce qu'on retrouve aussi dans notre poésie thambranith. En kabyle, ça s'appelle thambranith. C'est-à-dire, il y a des joutes verbales. À partir du moment que tu restes dans la correction, je suis dans la correction. À partir du moment où c'est la répartie. Quand on essayait de stigmatiser à travers un certain nombre de sobriquets et de mots valises pour pouvoir diminuer de la portée, du sens et de l'impact de la révolution, le digne peuple algérien avait le génie populaire de créer des slogans, de créer des phrases, de créer des vers de poésie Tu me qui dis, convenaient... je te dis à la poubelle. Je te dis à la poubelle. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas une attitude attentiste. Pourquoi elle n'est pas attentiste et pourquoi qu'il n'y a aucune trêve et pourquoi qu'il n'y a aucune attente. Le peuple algérien n'attend rien de Chingriha, n'attend rien du commandement militaire. À partir du moment qu'il dit « Medaniya Machi Askariya », il sait pertinemment que c'est ça, le nœud gordien de problèmes en Algérie. Premier élément. Le deuxième élément, il y a des temps. Il y a le temps juste, il y a le temps faux, il y a le temps de l'impatience. Le temps juste, c'est celui où le peuple algérien, vous savez, en 1962, quand les colons allaient quitter l'Algérie, ils se sont dit une chose. Si on part en juillet, vous n'allez pas faire la récolte au mois de septembre et vous n'allez pas assurer la rentrée scolaire. Les Algériens, le peuple algérien, le digne peuple algérien leur a dit une chose. Prenez vos valises, partez. Eh ben, il y avait eu à la fois la récolte et il y avait eu la rentrée scolaire. Aujourd'hui, mieux. Tous les fonctionnaires, 90% sont partis. Exactement. Et l'Algérie a continué à fonctionner avec les fonctionnaires qui ont pris le train en marche. Et quand vous appuyez sur l'interrupteur, il y avait de l'électricité. Quand vous ouvriez le robinet, il y avait de l'eau. Les trains ont continué à circuler, les avions à voler. Et même la télévision a continué à émettre, la radio, la poste. Moi, mon père était facteur. Il est monté un peu de grade pour remplacer celui qui était parti. Et il a très bien fait le boulot. Donc, je disais, en effet, moi, je ne parlerai pas de l'optimum, qui a un peu une connotation économique et qui est quantitative. Je parle des raisons objectives, raisons populaires. Les raisons populaires, aujourd'hui, conduisent le peuple à conjuguer son temps. Son temps est conjugué au temps juste. Je m'explique. On sait que nous avons un régime militaire qui est capable de l'assassinat, qui est capable de l'emprisonnement, qui est capable de la dissonance cognitive,
de la manipulation psychologique. Il est capable d'un certain nombre d'entourloupes pour se maintenir, diviser le peuple et essayer de créer le sentiment de résignation dans le peuple. Le peuple, il se protège. Par quels moyens? Le jour où le commandement militaire, et là je mets ma main au feu et j'ai confiance au peuple algérien, le commandement militaire, c'est pas Tebboune, Tebboune n'est même pas Epsilon. Donc ceux qui nous disent qu'ils peuvent négocier avec Tebboune ou que Tebboune est la façade politique du commandement militaire ne sont pas simplement frappés de naïveté politique, mais de cécité politique. De cécité politique allant jusqu'à dire qu'ils sont dans une certaine forme de complicité. Et Sibrahim, tout à l'heure, il parlait des intellectuels périphériques et des intellectuels organiques. Et là, moi, j'emprunte la lâcheté de l'intellectuel de Gramsci. Parce qu'un intellectuel, ce n'est pas celui qui a des diplômes, ce n'est pas celui qui fréquente les grandes écoles, c'est celui qui sait tendre la main à celui qui est par terre pour pouvoir le soulever. C'est celui qui lutte à côté de son frère pour pouvoir se libérer du joug de l'arbitraire. C'est celui qui a un patriotisme sans égal. Le patriotisme aujourd'hui, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est le Medaniya, Machi Askaria, c'est Tnahaouga, c'est système, il va changer. C'est ce que dit le peuple. Quant à cette histoire de représentativité, moi j'ai confiance au peuple. Le jour où le commandement militaire, il va dire peuple algérien, digne peuple algérien, nous avons fait des erreurs. Nous vous présentons nos excuses. Digne peuple algérien, nous déclarons que la négociation est ouverte officiellement. Digne peuple algérien, nous allons tout mettre en œuvre pour que le champ politique et médiatique sera ouvert. Digne peuple algérien, nous reconnaissons toutes nos fautes depuis le début aujourd'hui. Je peux vous dire une chose, mais j'ai confiance au peuple algérien. Une semaine, ils vont sortir des représentants de là où on ne peut même pas imaginer et qui nous dépassent de très très loin dans l'analyse politique, dans la probité, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Et ils vont mettre au bout du mur ce régime avec ses intellectuels et avec son potentiel. Brahim Younsi, d'abord au sujet de ce slogan qui a changé comme ça, du jour au lendemain, comme si un coup de sifflet avait été donné. Et c'est là où on mesure toute l'importance des réseaux sociaux qui sont devenus le vecteur par excellence pour échanger entre manifestants, entre révolutionnaires, et aussi, il faut le souligner, des médias qui ont pu, contre vent et marée, rester libres. Donc ce slogan a changé du jour au lendemain. Comment vous l'expliquez? Parce que le peuple, dans sa révolution, figure et dans l'avenir figurable. Et dans l'avenir figurable, l'armée ne peut être que dans les casernes. Et ceux qui, comme dit d'ailleurs Amarinde, qui ont un avenir infigurable, ce sont ceux qui pensent qu'un simple dialogue, que rentrer dans le jeu, dans les manœuvres du pouvoir, pourrait être une solution. Alors que le peuple, lui, dit à l'armée, ta place est dans les casernes. Bon, parler de poubelle, je pense que le peuple, les révolutionnaires pensaient dans la poubelle de l'histoire. Aujourd'hui, l'armée, dans le figurable, qui est celui de la révolution et du peuple, c'est que l'armée, tout État et l'Algérie a besoin d'une armée et de son armée et d'une armée forte pour faire face à tous les périls qui l'environnent, doit être dans ses casernes, doit être au service de la nation, doit assumer son métier d'arme et ne pas s'occuper du politique. Voilà ce que veut dire le peuple. Aujourd'hui, on veut nous changer d'ordre encore. Le pouvoir, avec toujours cette élite périphérique, cette élite happée par le pouvoir, qui est dans l'ordre juridique, alors que le peuple est plus que jamais dans l'ordre politique. On le voit avec toutes les dernières décisions du président désigné, du président installé à Al-Mouradia pour cette commission, ce comité
installés pour mettre en place, réviser, amender une très mauvaise constitution d'ailleurs qui doit être, elle, mise à la poubelle. Nous allons en parler, Brahim Youssi, mais qu'est-ce que vous pensez de... vous savez, après l'élection, quel gros mot, hein, après la désignation de M. Tebboune à la tête de ce pays, malheureusement, dont tout le monde sait que c'est la plus grande fraude électorale depuis 1962, dans un pays qui est pourtant expert, passé maître en la matière, ça veut dire la fraude et le bourrage des urnes, la population, le peuple, les manifestants vont debout contre ce fait accompli. Contrairement, justement, à ce que vous étiez en train de dire, à cette élite périphérique qui semble avoir accepté quasiment de façon, j'allais dire, unilatérale et intégrale, le fait accompli. Ça ne rue plus dans le brancard, ça ne fait plus de déclarations, ça ne bouge pas une oreille, et bien au contraire, comme vous le disiez tout à l'heure, ça cherche même, tout en frétillant de la queue, à rentrer dans les bonnes grâces du nouveau maître de façade. Comment expliquez-vous cette dissonance, cette différence entre d'un côté un peuple en marche et qui ne veut pas baisser les bras, qui ne veut pas mettre un genou par terre, et cette élite... Je suis gêné, en fait, de décrire par un mot qui lui conviendrait parfaitement. Parce que du côté du peuple, il y a une volonté de réparation, une volonté de construction, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, certains sont dans l'impuissance à construire, alors que le peuple est dans la puissance, si j'ose dire, de construire. Il est dans la volonté de construire, il continue pas à pas. Chaque vendredi, chaque mardi, il montre sa puissance à construire, il montre sa volonté à construire, parce qu'il a des objectifs, et ces objectifs-là, il est en train de les réaliser les uns après les autres. Ceux dont vous parlez, désolé, sincèrement, ce n'est pas les insulter que de le dire. D'ailleurs, j'emprunte cela à Aben, s'agissant de certains politiques à l'époque, qui avait parlé de lâcheté, tout simplement. Je crois que nous sommes dans la même configuration, d'une certaine manière, qu'à la veille de l'insurrection nationale ou de la révolution de 1er novembre 1954, parce que certains continuaient à s'insérer et à s'inscrire dans le jeu colonial, alors que d'autres avaient déjà pris les armes. Le peuple a pris, ses armes sont dans la rue, ses armes, c'est ses slogans, c'est ce programme sloganique, si j'ose dire, qui est son arme. Et Moussab, on a bien expliqué le sens tout à l'heure. La révolution, justement, parlant de sens, n'a pas perdu son sens, n'a pas perdu le nord. Elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Moi, je reste dans l'enchantement et le réenchantement. Je suis toujours, à chaque fois que je vois cette jeunesse qui apparaît à certains comme dangereuse parce que l'avenir est le sien, parce que la révolution est la sienne et elle l'a conduit de manière magistrale. Je crois que cette périphérie-là, certaines élites, qu'ils soient des politiques ou intellectuels, ont peur d'être déclassés d'une certaine manière, ont peur de ne pas participer quand il faut, là où il faut, au pouvoir, partager le pouvoir. Ils accourent pour essayer de prendre des places au lieu d'être du côté de leur peuple. Et restez avec nous, Moussa Moudi. Vous avez dit tout à l'heure que l'armée est clairement le maître du jeu. Il n'y a rien d'autre que l'armée, l'état-major plutôt. Quelles vont être les prochaines manœuvres ou les prochaines grandes manœuvres de cette armée, de cet état-major, pardon, qui s'est donc trouvé une façade honorable entre guillemets, mais qui ne va pas en rester là. Très certainement, la crise va s'aggraver, le mur économique vient vers nous, ce n'est pas nous qui allons vers le mur, à grands pas. En quoi l'armée serait-elle tentée de s'engager pour continuer à nous rouler dans la farine ?
Elle aura mis le tour dans son sac. À chaque petit pas, il y aura 2 ou 3 tours. Mais il y a un paramètre. Le seul paramètre, c'est la division. Parce que le seul souci de l'armée, c'est vider les rues. Elle n'y parvient pas. Et donc, continuer de faire des divisions, de semer des divisions, donc pour essayer au moins de se débarrasser d'une moitié du Hirak. Ce qui me semble se profiler à l'horizon, sous peu, c'est la division entre diaspora et Algériens de l'intérieur. J'ai vu quelques aspects de cette prochaine manœuvre. Il me semble que ça va être la prochaine. Et en tout cas, le peuple algérien doit savoir que partout où il y a des Algériens, ce sont des Algériens. Laquelle, la prochaine dont vous parlez? Séparer la diaspora, les Algériens de la diaspora, dans le reste du monde, de ceux qui sont à l'intérieur, donc les Algériens de l'Algérie. C'est vrai, hein, et on sent qu'il y a des... Il y a ce jeu qui va revenir. Il y a un discours qui est en train de s'installer, ils sont là-bas, à l'aise, confort, ils sont en train de nous donner des leçons, qu'ils viennent ici. Et des fois, il est évoqué par la main gauche, pas directement, c'est une discussion à l'air de rien, sur je ne sais quoi, sur des petites querelles, et on glisse ça. Donc c'est quelque chose qui va peut-être voir on distille. Voilà. Donc, ça va. En tout cas, toutes les manœuvres doivent être paramétrées parce que la police politique algérienne ne s'est jamais actualisée, elle n'est pas à l'ordre du jour, donc elle va faire énormément de manœuvres, toujours de façon un peu archaïque, mais quoi qu'il en soit, elles seront paramétrées. Et nous, on reconnaît leur jeu par le paramètre. Donc, le paramètre serait la division, et ça sera sur ce terrain-là. Et ce sujet libyen qui excusez pour le mot, qui pue la diversion. Parce que c'est très simple, hein, pour beaucoup d'experts en la matière, ils vous disent, écoutez, il n'y a qu'à sécuriser nos frontières et refuser absolument de se mêler de la question libyenne, et on en reste là. L'armée algérienne est très forte, elle ne peut pas être agressée par la petite armée libyenne, ni par ses alliés, qui n'ont aucun intérêt d'ailleurs pour ça. Pourquoi alors, non seulement le régime, mais tous ces relais, tous ces médias sont-ils en train de faire les gorges chaudes de cette question? Est-ce que ça rentre dans ce que vous êtes en train de décrire? Ça peut être investi parce que pour le régime algérien, il ne sait pas créer les occasions. Donc il est opportuniste, il attend n'importe quelle opportunité qui vient, il essaye de l'exploiter. Pour la Libye, déjà, c'est impossible de sécuriser les frontières qui sont à peu près 1000 km et de sable, c'est-à-dire opérationnellement, c'est un terrain très dangereux. C'est aussi, sur le plan géopolitique, un terrain très dangereux parce qu'il englobe la nappe de pétrole, donc, qui est très stratégique, et elle est dédoublée en fait par une nappe d'eau. Oui. Et donc, qui traverse l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La zone, elle est contrôlée par les forces de Haftar. Maintenant, l'enjeu serait de quoi? De faire une diversion, vous avez utilisé le mot, et de dire, voilà... Mais j'ai l'impression que la nappe d'eau se trouverait plutôt du côté nord de la Libye, pas sud et pas ouest. Hein? Elle traverse aussi pas est, la Tunisie. Ah, d'accord. Oui. Ok. Et donc, le problème est d'essayer de trouver une diversion sur ce plan et de dire, par exemple, parce qu'on sait que la diplomatie algérienne est complètement au niveau zéro, il n'y a pas d'effort diplomatique, parce que, rappelons, normalement, celui qui a depuis longtemps réglé la question libyenne, c'est la diplomatie algérienne, et même pas l'armée algérienne, parce que même le congrès de Skhirat, qui s'est tenu à Skhirat au Maroc, normalement, devrait se tenir à Alger. Et c'est l'Algérie qui est un peu le patron, normalement, de la région, mais ça, maintenant, actuellement, c'est que de la littérature, parce que dans l'effectif, elle est très loin des aspirations, elle n'arrive pas à se positionner, et pourtant elle a obtenu énormément de garanties du gouvernement provisoire de Tripoli. Mais en tout cas, maintenant, le jeu, pour revenir à la question, c'est de dire oui, est-ce qu'on envoie nos soldats en Libye? Alors qu'on ne voit pas pourquoi envoyer des soldats algériens à mourir en Libye, alors que l'effort devait se déployer sur le plan diplomatique. Le problème, c'est que maintenant, la question libyenne, elle est très dangereuse. C'est maintenant une question de guerre. Bien sûr, il faut trouver des coalitions. Mais ça pourrait faire diversion au sujet du Hirak, détourner l'attention des gens, à partir du moment où ça pourrait faire appel à la sauvegarde de la nation. Le problème de ce régime algérien est que normalement il a une police politique qui travaille sur ces questions-là, de la sécurité du territoire, d'aller faire du renseignement en Libye et dans les zones de conflit.
Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent les hirakistes qui lèvent des pancartes et des banderoles. Donc le problème, et là, c'est qu'on a des services de renseignement, des services sécuritaires qui ne font pas leur travail et qui essayent de faire des diversions. Donc effectivement, ça peut être exploité. Alors, Saïd Aknin, nous allons essayer d'aller un peu vite parce que nous avons deux autres sujets très importants. Au sujet donc des perspectives qui restent à l'état-major pour essayer de trouver une parade à ce Hirak qui ne veut pas baisser les bras. Vous savez, moi, le 15 décembre, j'ai écrit quelque chose sur mon mur. Votre mur Facebook. Exactement. Oui. Intitulé « Stratégie du système pour les jours et mois prochains ». Je vais lire une partie. Le système qui a violé l'Algérie va jouer sur plusieurs leviers pour absorber la colère saine du peuple. La première est celle de la division. 2 points. Utilisant le bâton. Digne héritier des méthodes coloniales, atteint du syndrome du colonialisme, le système essaiera d'opérer une répression chirurgicale. C'est ce qui a été arrivé, basé sur l'espace géographique, pour accentuer les problèmes identitaires et apprivoiser le plus récalcitrant par la terreur et la répression. Partisan du chaos et de la terre brûlée, le système tentera d'instrumentaliser les appartenances intra-religieuses, identitaires, infra-religieuses pour contaminer et spatiales pour contaminer la société par la déconfiture dont il est pathologique. Ouais. Donc, tout à l'heure, Messad avait parlé effectivement, et d'ailleurs ça a été utilisé lors de la réforme de la Constitution 2016 avec l'article 51, où une grande partie du peuple algérien est considérée comme algérien du deuxième collège. Exactement. Ouais. Donc, ils vont essayer d'utiliser toutes les divergences en division. La diversité en division. Et les idéologies. Les idéologies, les religions, l'intra-religion, les identités. Écoutez, c'est pas Ouyahia qui avait ramené le karkar. Je ne sais pas d'où est venu ce truc de karkar, mais c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est quoi ça, karkar? C'est en fait une secte dans la religion musulmane qu'on a voulu... multicolore, là. Oui, multicolore, qu'on a voulu instrumentaliser pour une guerre intra-religieuse. Et moi, ce que j'avais dit avant même le Baltajia, parce que le Baltajia, la première fois, ils ont été utilisés ici à Bobigny. Ouais. C'est pas en Algérie, c'est au consulat de Bobigny. J'avais dit que de la guerre contre la civile à la guerre entre les civils, mais c'est juste des militaires qui vont être habillés en civil. Donc il y a un certain nombre de procédés. Maintenant, ils peuvent y aller jusqu'à ce qu'il y ait... En fait, il y a 2 éléments. Effectivement, il y a un, c'est la division évoquée, mais le deuxième, c'est se maintenir. Se maintenir, et comment se maintenir? Donc diviser le peuple, affamer le peuple, analphabétiser le peuple. Il y a 5 ou 6 procédés pour pouvoir asseoir son hégémonie dans la société. Ils ont commencé ces jours-ci avec la dissension cognitive, la désinformation, la manipulation, le doute pour construire le doute. Et dans tout ça, c'est pour construire le sentiment de résignation. Et pour construire le sentiment de résignation, ils peuvent aller jusqu'à créer un choc que le cerveau ne peut pas accepter. Je vais vous donner un élément. Demain, ils peuvent libérer Ouyahia, Sellal, Toufiq, ils peuvent les libérer tous pour choquer le peuple, pour lui dire, voici, tout ce que vous faites, vous l'avez fait pour rien. 1, le doute. 2, construire le sentiment de résignation. Mais cette fois-ci, ils ne peuvent pas réussir. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple qui a 58 ans. Un peuple qui a emmagasiné toutes les expériences et un peuple qui, non seulement, c'est une arme de construction massive, mais c'est une arme aussi de conscience collective. Et cette conscience collective, la conscience collective, elle pousse à créer des synergies de veille. Des synergies de veille où, parfois, moi personnellement, je peux me tromper. Mais celui qui est à côté, il peut m'interpeller. Celui qui est dans une autre ville, il peut m'éveiller. Celui qui est dans notre pays, il peut m'éclairer. C'est ça qui est en train de se construire et ça échappe au contrôle des... Quant à cette question libyenne, c'est la théorie du billard.
C'est les théories de Billard. D'abord, la diplomatie. La diplomatie, c'est la diplomatie de la sous-traitance, de la plaventrisme et de l'acceptation de tout ce qu'on lui offre comme tâche de la part de l'Occident. Quelle est aujourd'hui la diplomatie que nous avons quand nous savons que plus de 500 Algériens croupissent dans les prisons à travers le monde? Qui en parle? Combien? Plus de 500 Algériens croupissent dans les prisons à travers le monde. Il y a même un Algérien qui est aux États-Unis et qui est condamné d'une façon arbitraire pour crimes qu'il n'a jamais commis. Il y en a en Indonésie, il y en a en Malaisie, il y en a en France, il y en a partout dans le monde. Qui en parle aujourd'hui? On n'a pas de diplomatie. La théorie de Billard, c'est quoi? C'est qu'ils ont des partenaires. L'un de ces partenaires, c'est la France. C'est les Émirats, c'est l'Égypte, c'est l'Arabie Saoudite. Et on trouve ces trois forces. Non seulement ils soutiennent le gouvernement légitime, mais aussi de derrière, ils soutiennent aussi Haftar. Mais tout ça, c'est pour une seule et unique chose, au-delà de l'aspect effectivement géostratégique, économique, qui est l'eau et aussi le gaz offshore qui se trouve dans le... Exactement, le gaz offshore. Mais aussi, il y a un autre élément. Ils veulent juste régler la crise de l'Algérie par la théorie du billard. Et le régime algérien, c'est pour ça qu'il accentue toute sa communication autour de la crise libyenne. Et le peuple algérien, qu'est-ce qu'il leur répond? On n'est plus en 63. Vous n'allez pas nous la refaire. La guerre des sables, c'est fini. Moi, maintenant, je peux y aller et défendre l'Algérie. D'ailleurs, ce n'est pas les enfants à Tboun qui vont défendre l'Algérie demain s'il y a un problème. Ce n'est pas les enfants à Chingriha qui vont le faire. Ce n'est pas les enfants à Gaïd qui vont le faire. Ce n'est pas les enfants à ces ministres qui vont le faire. Ce n'est pas les enfants du régime qui vont le faire. Mais je vais dire une chose, avant que j'y aille le faire. Le commandement militaire, askariya, madaniya, askariya. Ça, c'est la condition principale. Alors, Brahim Younsi, nous allons passer au sujet suivant. Il ne reste plus de temps parce que nous avons deux sujets à traiter. Nous allons essayer de le faire assez vite. Alors, au sujet de ces nominations de gens, des professeurs d'université en droit, généralement, qui ont été chargés, donc, de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle. À leur tête, Ahmed Laraba, je crois qu'il est juriste ou professeur de droit. Et donc, il se trouve que M. Ahmed Laraba a été sollicité pour les mêmes raisons du temps de M. Ahmed Yahya. M. Ahmed Yahya l'a sollicité de la même manière pour présider donc un comité d'experts pour donc formuler des propositions. C'est quasiment les mêmes termes, les mêmes qualifications, et nous allons voir les images. Voilà, nous sommes en train de voir M. Yahya avec M. Ahmed Laraba. Voilà. Et c'est le même qui revient pour la même mission. Voilà pour dire que... Voilà. La changitite dans la continuitose. Voilà. Voilà. Donc, là, on est en train de voir, c'est une image d'aujourd'hui, là, le même avec le président désigné. Les boussades. Alors, Brahim Younsi, au sujet de ce comité qui a été donc sollicité pour préparer... D'abord, révision constitutionnelle, mais c'est que le peuple algérien, depuis 10 mois, il est en train de demander l'avènement, la mise en place d'une assemblée constituante librement désignée, non pas librement choisie par la volonté populaire, par voie de vote, et non pas une désignation de quelques technocrates ou de quelques juristes ou de quelques universitaires pour nous concocter quelque chose dont on ne sait ni d'où ça vient, ni pourquoi ça va l'être. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont soi-disant dans le droit, nous sommes, le peuple est dans le politique. Là, il y a une espèce de posture académique, parce qu'il y a beaucoup de professeurs, une longue liste, une vingtaine de professeurs de droit. C'est honteux. Je dis honteux parce que
c'est carrément la dévaluation du droit par des juristes. C'est quand même assez extraordinaire, d'autant que s'ils étaient des piles vendeurs, il y a longtemps qu'ils se seraient usés. Parce qu'on s'en est trop servi. Et pratiquement tous les noms que j'ai vus, notamment celui de M. Laraba et d'autres comme Walid Lagoun, tous sont déjà servis. Et ils sont usés. On reprend les mêmes pour les mêmes choses et les mêmes causes. Et les mêmes effets. Mais est-ce que le fait de choisir des professeurs de droit, et rien que des professeurs de droit, peut être un signe d'honorabilité, de sincérité politique? On sait très bien qu'un juriste, même chevronné, ne peut donner que ce qu'il a. D'une part. Et d'autre part, il y a une révolution. Voilà. Il y a une révolution. Ouais. Et le peuple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est le pouvoir originaire constituant. Là, on va toujours vers le pouvoir dérivé. Or, le peuple ne veut plus de pouvoir dérivé. Et le peuple, la révolution, il tient à elle. Il ne tient qu'à elle. De se proclamer comme d'autres peuples l'ont fait, parce que le peuple peut le faire. Il peut se proclamer dès ce vendredi assemblée constituante. Tout le peuple. Et tout le peuple peut être une assemblée constituante parce que nous sommes dans une véritable révolution. Et dynamiter ce pouvoir dérivé. Et on le voit que, comme vous le disiez tout à l'heure, et Moussab et Saïd l'ont dit, il y a ces diversions qui sont en train de se produire à la fois, comme vous l'avez dit tous sur le plateau, sur la question libyenne, et puis sur la question de la Constitution, et notamment ce lien qu'ils veulent aujourd'hui reconstituer entre, moi je n'aime pas le terme de diaspora, entre les Algériens, quels qu'ils soient, qui sont à l'étranger, et le régime. Pas avec le peuple ou avec l'Algérie, mais avec le régime. Je pense que les Algériens installés à l'étranger, comme nous tous, moi je ne dispose que de la nationalité algérienne, donc ils ne s'adressent pas à moi, ils s'adressent à ceux qui sont détenteurs d'une autre nationalité, qui ont la double nationalité, mais moi je suis heureux que l'on puisse effectivement abroger l'article 63 de la Constitution et faire de nos frères qui ont une autre nationalité des Algériens de plein exercice. Et il n'y a pas de sous-citoyens en Algérie. Et le régime va jouer sur l'ensemble des touches du clavier. Il est en train de diaboliser la situation. Il est en train de pourrir la situation par toutes ces manœuvres, parce que il joue quelque part avec le feu. J'espère que le feu ne s'allumera pas en jouant à ce jeu morbide, à ce jeu dangereux, et il doit revenir à ce que le peuple exige, pas lui demande, ce que le peuple exige. La Constitution est du ressort du pouvoir constituant originaire, et le pouvoir constituant originaire, c'est le peuple. Et restez avec nous, Brahim Younsi. Alors, nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Moussa Bahmoudi, au sujet de ce comité d'experts, c'est vraiment de l'autisme, hein, ce nouveau chef d'État désigné, qui n'entend pas que le peuple algérien est en train de demander l'avènement d'un processus constituant. C'est le déni, et c'est un réflexe autoritaire. J'appelle ça plutôt aussi dans mes travaux la maladie infantile de l'autoritarisme. Ici, on respecte les mêmes fonctionnements. Le suivant accuse le précédent, donc c'est celui qui est avant moi. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc je change la Constitution. Or ici, il y a une erreur de diagnostic, parce qu'avec son comité d'experts et tout ça, en fait, le mouvement est d'accuser les textes
et non pas les pratiques. Alors que l'origine de l'erreur est connue. C'est les pratiques autoritaires, autoritaristes. Et donc ici, on essaye de faire une sorte de volte-face, encore de dire le déni, on ne voit pas ça, donc le problème, il est dans les textes. Le problème est que Tebboune, en faisant ça, il passe de quelqu'un de falsifié, parce que sa fonction est falsifiée, à falsificateur. Donc, il se fragilise encore plus. Ouais. Et donc ici... Il est dans son rôle, en fait. Il est dans son rôle, mais ce n'est pas sans conséquence. Ouais. Parce que quelqu'un, quand il fait cela, c'est de l'exercice du pouvoir, ça. On ne fait pas à sa guise, tout ça. Donc, il fragilise encore sa stature et il n'a aucune prérogative, ni au niveau de sa carrure par rapport à l'état-major, ni au niveau de l'international. Donc, en fait, ça, ce n'est pas sans conséquence. C'est ce régime qui se fragilise encore plus. Ça aide très vite. Vous savez, Jamaldine, très vite, j'ai une métaphore. À force de mâcher un chewing-gum, il devient sans saveur. Première constitution, 1963, c'était un coup d'État, ils l'ont faite dans le cinéma majestic. Et puis, par la suite, cette même constitution a été gelée en 1965 et on est resté jusqu'en 1976 pour avoir une constitution. Et puis, il y avait la réforme de 1979 et celle de 80, et puis il y a eu celle de 88. En 89, il y a eu une nouvelle constitution qui a été revue en 1996, et puis en 1999, en 2002, en 2008 et en 2016. Je dirais tout simplement, vous m'excusez l'expression... Souvent, par des procédures qui étaient en violation de la Constitution. Exactement. Vous savez, le problème, ce n'est pas le texte. Mais le texte, il doit être l'émanation du peuple. Vous savez que l'Angleterre n'a pas de constitution. Elle a un texte Magna Carta. Exactement. Charte des libertés. Voilà. Charte des libertés. La convention... Ça, de un. De deux, cette commission, au-delà de son personnel, qui parfois était dans la périphérie, et pour d'autres, qui a été déjà dans le régime. C'est-à-dire, on nomme une commission, on lui donne une feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est deux choses essentielles. Revoir les prérogatives du président, mais pourquoi qu'on ne parle pas de celui qui désigne le président? La deuxième des choses aussi qu'on lui a assigné aussi, c'est le pouvoir, donner plus de prérogatives au Parlement, sans pour autant parler de la façon dont est élu le Parlement, de la séparation des pouvoirs, 2, et de 3, de l'utilité de ce même Parlement. C'est pour cette raison que je dis que la prochaine entreloupe, pour la division d'ailleurs, il y a d'abord cette constipation qu'ils vont essayer de nous faire passer par un référendum pour essayer d'avoir une légitimité, parce qu'aujourd'hui, Tebboune, il a deux obsessions. Casser le Hirak, avoir une légitimité. Et c'est ce qu'il a fait en 99, le 16 septembre. Ça, ce truc aussi. Bien sûr, le 16 septembre 1999, Bouteflika, Louis Amel Madani. Et lui, il va passer par une autre encore, Al-Ukhuwa min ajl al-Watan. Al-Ukhuwa min ajl al-Watan, quelque chose comme ça. Mais avant ça, ils vont passer par un référendum pour cette constipation, qui n'en est pas une. À partir du moment que Tebboune était légitime, ce n'est pas le texte. Et ça, c'est ce n'est même pas les technocrates. C'est des gens c'est une élite qui qui a un pouvoir ascendant fondé sur le prestige et le crédit qui s'attache à la possession de la connaissance. Mais c'est une fausse connaissance. Pour certains, ils ont des faux diplômes. Faux barrages, faux diplômes, faux pilotes, faux médecins, faux trucs, fausse constitution. Le pays du faux et d'usage de faux. Le seul vrai, c'est le peuple algérien et ses revendications. Et de vrais despotes. Bien sûr, tout à fait. Le dernier point, nous venons d'être... Chaban Khazi vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Chaban. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, nous allons parler de cette fameuse interpellation du député français Jean-Christophe Lagarde. Alors, on rappelle aux téléspectateurs, bien évidemment, qu'on est 3e semaine du mois d'octobre, le mardi 17 octobre précisément, où là, donc, on reçoit un premier courrier qui arrivera le mercredi. Ce sont nos téléspectateurs qui nous informeront que El Maghribiya 1 et El Maghribiya 2 n'aimaient plus. Donc, pour vous dire déjà... En Algérie, oui. Bien évidemment. C'est une chaîne, vous le savez, c'est bien que moi qui cartonne aujourd'hui, et qui n'aimait plus. Donc, on essaie bien évidemment de comprendre pourquoi ça n'aimait plus. Et là, donc, en faisant des recherches, simultanément, le mercredi 18, on reçoit un courrier
de Noursat. Noursat qui est notre prestataire direct selon les pays et selon les continents. Eutelsat, bien sûr, sous-traite. Noursat nous envoie une lettre officielle qu'on a diffusée, qui est encore bien sûr disponible sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook et la page YouTube de la chaîne, qui dit 2 points essentiels. Eutelsat a reçu une lettre du gouvernement algérien déclarant que ces 2 chaînes, El Maghribiya 1 et 2, n'étaient ni conventionnées, ni autorisées à diffuser ou à avoir une quelconque activité en Algérie. Et deuxième point, il vous est demandé, donc il est demandé à la chaîne de prouver à travers une licence algérienne que vous êtes autorisé à fournir des programmes de TV en Algérie. La réponse, elle est simple, Jamaldine, vous le savez, nos invités ici le savent, puisqu'ils ont été présents lors des manifestations, notamment devant le siège de Telsat. On a quelques images qui tournent à l'écran. La réponse, elle est simple, c'est qu'il faut savoir encore une fois que El Maghribiya ne dépend pas du tout du droit algérien, encore moins du droit français. C'est donc une société de droit britannique qui dépend donc de Ofcom qui est l'équivalent du CSA français. Donc il y a 2 questions qui se posent. Bien évidemment, il y a la liberté d'expression qui est bafouée. Encore une fois, la liberté d'information, elle est totalement coupée. On ne donne plus d'informations aux Algériens et aux Algériennes. C'est comme si le président demain décidait, par exemple, d'enlever toutes les chaînes et de couper BFM et TF1 et France 2. Mais pire, Chaban, je me permets de vous interrompre. Oui. Alors, d'abord, c'est que l'Algérie n'a pas à accepter ou refuser que le Maghribiya soit diffusé chez elle. Pourquoi? Parce que le Maghribiya ne diffuse pas par câble, mais par la voie des airs, par onde. Or, dans le ciel, il n'y a pas de frontières. C'est un peu comme si demain, le Bénin demandait de fermer BBC. Parce qu'elle reçoit les ondes de BBC chez elle et qu'elle ne l'a pas autorisé. Oui, mais enfin, encore une fois, on est dans une forme tout simplement de dictature. Alors, il y a le pouvoir algérien, donc, qui a son comportement, et on en parle maintenant depuis des mois et des années, le peuple algérien dans la rue. Mais l'autre problématique, c'est comment une société de droit français, qui est Eutelsat, c'est 7000 chaînes dans le monde entier, c'est 1 milliard de téléspectateurs, c'est 20% actionnaire de BPI France, qui est donc l'État français, comment une société comme ça, en recevant tout simplement un coup de téléphone, donc certainement de la présidence de la République de l'époque algérienne. Ou des relais de la France-Algérie. Alors, donc maintenant tout le débat est là. Je rappelle, Chaban, que le Maghribiya, ça c'est surtout pour nos téléspectateurs qui ne sont pas algériens, qui ne connaissent pas très bien. Je rappelle qu'avant son interruption, avant son bannissement de Telsat, le Maghribiya était le number 1 des chaînes de télévision algériennes, le numéro 1 en termes d'audimat, très loin, très loin devant le numéro 2, qui est le NTV, les télévisions publiques, et tenez-vous bien, considérer le Maghribiya dite par 2 premiers ministres successifs, sans compter la flopée de ministres et autres... ennemi numéro 1. Qui a été qualifié d'ennemi numéro 1 de l'Algérie. Et donc, à un certain moment, il ne cachait plus que si le Maghribiya continuait d'émettre avant les élections n'allaient pas se tenir. Aussi simple que ça. Oui, il y a une crainte. Bon, d'ailleurs, c'est simple. Si la décision elle a été prise, c'est qu'il y a une crainte et qu'il y a un danger. Sinon, on ne se préoccuperait pas d'un média. Alors, il faut savoir aussi, pour les téléspectateurs jeunes ou qui découvrent cette chaîne, il faut savoir que cette chaîne n'a pas non plus attendu la révolution. C'est une chaîne qui fait ce travail depuis maintenant bientôt 8 ans et qui dénonce, qui dit tout simplement ce qui se passe en Algérie. Bon, en tout cas, il y a plutôt une bonne nouvelle. Le temps passe, ça va faire bientôt 3 mois, le 18 janvier. Mais aujourd'hui, donc, à l'Assemblée nationale, le député, donc Jean-Christophe... Aujourd'hui ou hier? On est mercredi. Non, c'est mardi, pardon. Mardi, oui. D'accord. Je pensais qu'on était mardi. Oui. Donc, hier, mardi 7 janvier, donc, vous pouvez retrouver donc, ces éléments le député qu'on voit à côté de vous... C'est ça, Jean-Christophe Lagarde, tout à fait. Jean-Christophe Lagarde, donc député de la Seine-Saint-Denis, c'est le président donc, de l'UDI, donc c'est l'Union des démocrates indépendants, c'est le centre droit précisément. Donc dans une question écrite adressée donc au ministre de la Culture, français bien évidemment, Franck Reister, sur l'interruption de la diffusion donc, de la chaîne Al Maghribiya TV par Eutelsat le 15 octobre. Donc une interruption curieuse et inquiétante. Ce sont ses propres mots. Oui. Une interruption curieuse et inquiétante qui intervient suite à des plaintes déposées par les autorités algériennes auprès de la société anonyme de droit français Eutelsat, dont la banque publique d'investissement BPI France est actionnaire à hauteur de 19,8%. Alors, il précise qu'un des propriétaires, d'un des partenaires, et du secteur public français. Il met l'accent
sur le fait que ça n'aurait pas pu avoir lieu sans l'ordre, sinon le feu vert de l'État français. Vous me prenez les mots aussi clair que ça. Vous me prenez les mots de la bouche. Donc lui, ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que la lumière soit faite. C'est une bonne nouvelle puisque de quel droit une société donc, de droit français dont l'État est actionnaire à 20% puisse comme ça être dirigée et puis être dirigée par un État, notamment algérien, pour notamment couper l'interruption de la diffusion. Alors juste comme ça peut être une bonne nouvelle, il faut savoir que sous Erdogan, une chaîne turque donc, a été fermée. Donc Erdogan, pour aller très vite, donc, a demandé donc, à l'État turc, à la Belgique, pardon, à Eutelsat de faire fermer cette chaîne. Et comme cette chaîne, elle dépend plus de la Suède ou de la Belgique, 1 an et demi après, donc, la chaîne elle a été réouverte. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'était la chaîne Neuros TV. Pour vous dire que Eutelsat était allé un peu trop vite. Alors, très vite, mes chers amis, vous allez avoir 2 minutes chacun, pas plus, pour discuter de ce problème très épineux. Moussa Mahmoudi. D'abord, pourquoi interpeller le ministre de la Culture? Moi, ça me paraît assez curieux. Oui, c'est la procédure en fait, parce que c'est une procédure particulière où on va d'abord demander aux concernés, parce que dans ce cas de figure, le concerné, c'est le ministère des Affaires étrangères, donc c'est Oui. M. Jean-Yves Le Drian. Absolument. Mais en fait, il y a moyen de négocier le destinataire. Donc ici, le destinataire... Ah, de négocier avec le député qui va interpeller, avant Exactement. l'interpellation. Oui, c'est la procédure, et donc ça a été redirigé vers le ministre Pourquoi? de la Culture pour amoindrir, atténuer? Atténuation, D'accord. tout simplement. Mais ici, il ne faut pas oublier aussi le maillon fort de la question, c'est la diaspora. Ce sont les Algériens d'ici, que c'est par leur pression qu'on a obtenu ça. Parce qu'ici, on a un élu qui questionne un ministre. Et donc, à ce moment-là, la pression de la diaspora a bien porté ses fruits. Et donc, avec ce mouvement, la question del Maghrébia devient une question franco-française, c'est-à-dire qui crée conflit parce que les termes utilisés par le ministre de curieuse et d'inquiétante, c'était une façon un peu de ne pas soulever le vrai terme qui est, c'est une question de censure. La France a censuré une chaîne libre d'expression. Et de violation du droit. Et bien sûr. Ouais. Et donc ici, bien sûr, ça a été déposé mardi, donc selon la procédure, ça devait passer le mercredi en plénière. Mais en fait, selon la procédure, on va attendre, il y a un délai de 15 à 1 mois pour voir s'il y aura une réponse plénière, donc dans une séance plénière, ou bien par écrit. Mais il y aura, quoi qu'il en soit, une réponse qui doit être analysée. Oui, en 30 secondes, il y a inquiétante et curieuse, mais aussi c'est pour indirectement dénoncer aussi quel est le lien de subordination qu'il y a entre l'Algérie, le pouvoir français et les entreprises françaises. Et deuxième point important, il faut savoir que sur 577 députés en France, il n'y en a eu aucun qui s'est mobilisé, donc à part clairement Jean-Yves Le Drian. Aucun député n'a soulevé la question. Jean-Christophe Lagarde. J'ai dit quoi? Jean-Yves Le Drian. Oui. Ah oui, Jean-Christophe Lagarde. Oui, oui. C'est un lapsus. Alors, Saïd Jean-Christophe Akli, Lagarde, très évidemment. vite. Pour ma part, c'est un cas à intégrer dans les raisons sécuritaires d'État. Le député de Saint-Denis, sachant que dans cet espace, il y a un très fort électorat qui suit cette chaîne. Je pourrais dire, juste aimé que ça soit une conviction et qu'il ira jusqu'au bout. Ça l'est peut-être. Mais moi, je ne suis pas... Ça, c'est intéressant ce que dit Saïd Akli. Je Excusez-moi, ce qu'il faut aussi, c'est peut-être savoir aussi... Ça peut être positif, ça. Et je ne pense pas que ça soit de la récupération politique, vous voyez. Ça peut être positif, enfin, ça peut être positif d'en parler déjà. Juste d'en parler, je trouve que c'est positif. Je dis juste aimer. Simplement, il y a un peuple algérien qui mène une révolution. Cette révolution, elle va permettre l'éclosion de plusieurs Maghrébéens, pas qu'une seule. Ce peuple algérien, l'essentiel, c'est d'avoir cette volonté de construire et cette détermination d'y aller jusqu'au bout. Maintenant, la question qui se pose, j'aimerais bien qu'il questionne plus Le Drian que le ministre de la Culture, parce que c'est une histoire de raisons sécuritaires d'État, à même comparer entre les valises qui circulent entre les deux pays pour pouvoir taire un certain nombre de choses. Vous parlez de connivence. Est-ce que Halim Sili n'a pas été assassiné ici et que son dossier n'a pas été ouvert jusqu'à aujourd'hui? Brahim Younsi, en moins de 2 minutes, mais vraiment, nous avons largement débordé sur l'horaire. Brahim Younsi, sur cette question. De toute la façon, la question pour parler de la question de Maghrébia,
la question qui devait être placée sur un plan juridique devient véritablement, parce qu'elle entre à l'Assemblée nationale française, une question politique. Et une question politique à l'intérieur de la classe politique française, c'est-à-dire du gouvernement français. C'est à eux. Mais je voudrais, si vous me le permettez, dire un mot sur ce qui s'est passé en 1963. Parce que Saïd et beaucoup en parlent. C'est vrai que la Constitution de 63 a été votée dans une salle de cinéma, le Majestic, par les cadres du parti FLN, parce que c'était le parti unique, mais il faut aussi dire, et c'est ça la vérité, qu'elle a été aussi débattue à l'Assemblée nationale, et beaucoup débattue, et il y a eu une opposition qui a voté contre, mais une majorité qui avait voté pour, mais il y avait un débat à l'Assemblée nationale, même si Abbas avait démissionné. Merci Ibrahim Younsi, merci Moussab Hamoudi, merci Saïd Knin, merci Chaban Qassi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qui m'a le fait? On a un seul credo qui restera le même jusqu'à l'istiqlal. Je vais laisser la parole à la fin à Saïd Knin qui la demande, mais pas plus de 10 secondes, sinon je vais couper le son. Silmiya, Khawa. Point, barre. Saïd. En effet, elle a été votée, mais il y a eu un coup d'État contre l'Assemblée constituante. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis.